c'est jamais seul. C'est tes parents qui tous les soirs t'amenaient au sport. C'est tes entraîneurs, c'est tes partenaires d'entraînement qui t'ont permis de progresser, c'est ton département ou ton club qui t'a permis de financer des compètes, c'est ton kiné qui t'a soutenu quand ça. C'est plein de gens qui peuvent avoir un impact et contribuer à une médaille. Je pense que le plus important dans la vie, c'est d'avoir une passion et de s'investir dans quelque chose. Chaque soir, de s'endormir avec un rêve et quand on se réveille, de tout faire pour le réaliser. On a tellement peur de vivre des échecs et on pense tellement que l'échec, on a tellement peur qu'on veut jamais prendre des risques et finalement, moi j'en ai vécu plein des échecs. Et quand t'en vis, après t'es un peu libéré et du coup t'arrives à construire des choses toujours plus belles et plus riches de sens. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors, je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Eh bien, nous y voilà, nous sommes avec Marlène Arnois. Bonjour Marlène. Bonjour. Alors, si tu es d'accord, je vais essayer de te présenter le mieux possible de ce que je pourrais faire et puis après on commencera notre discussion. Très bien. Alors, Marlène Arnois, tu es ancienne athlète de haut niveau en taekwondo. Entre autres, double championne de France, double championne d'Europe, championne du monde, aussi médaillée aux JO de Londres. Alors après ta retraite sportive, tu encourages le développement du taekwondo en Côte d'Ivoire, où tu joues un rôle de mentor et apportes du matériel via la fondation Heart of Angel, dont tu es membre fondateur. Ça porte ses fruits puisqu'au JO de Rio en 2016, Tchèque Cissé est médaillé d'or et Ruth Bagby est médaillée de bronze. Alors c'est un premier titre olympique et une première médaille féminine pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est un super palmarès pour la Côte d'Ivoire. Tu es d'ailleurs très impliqué dans le milieu associatif. Tu es membre de Peace and Sport. On en reparlera tout à l'heure. Mais tout ça a commencé bien loin de la France, au Québec, puisque tu es franco-canadienne. Alors avant de rentrer dans le détail de ta carrière et ce que tu fais aujourd'hui, quand est-ce que tu as commencé le taekwondo et est-ce que ce sport, ça a tout de suite été une évidence pour toi? J'ai commencé très jeune, hein. J'ai commencé le taekwondo, comme tu le disais bien, au Québec, à Montréal précisément, en famille, parce que bon, je faisais déjà, ma mère m'avait inscrit dans plusieurs sports et c'est vrai qu'elle trouvait qu'au-delà d'être un sport, le taekwondo c'était un art martial qui inculquait, qui transmettait des valeurs, de respect, de discipline et après j'ai débuté et bon, j'étais très jeune, hein, mais je pense que tout est une question aussi de l'environnement dans lequel on pratique son sport. Et moi, je prenais énormément de plaisir. J'avais mes amis, mes copains, j'avais un super prof et j'ai directement accroché, quoi. T'avais toujours dès le départ, t'as eu un esprit de compétition ou c'était plutôt, comme tu le dis, vraiment c'était un plaisir au départ et puis la compétition c'est arrivé un petit peu après?
J'ai jamais vraiment eu, c'est marrant, hein, parce que j'ai jamais vraiment eu un esprit de compétition, en fait. Même, j'ai toujours été passionnée par ce que je faisais, j'ai toujours pris plaisir. Et même quand j'ai commencé la compétition, quand j'étais très jeune, hein, pour moi, enfin, partir en compète, ça voulait dire un week-end avec tous les amis où on allait pouvoir manger au McDo après. Enfin, je veux dire, les liens que j'associais à faire de la compétition, c'était vraiment, voyager, prendre du plaisir, se retrouver avec mon équipe, passer des bons moments. Et voilà, et c'est ce qui m'a toujours motivée. Et même au plus haut niveau, même aux Jeux Olympiques, pour moi, c'était enfin, forcément, j'ai des objectifs extrêmement élevés, extrêmement ambitieux. Mais voilà, j'étais tellement contente d'être au village et de vivre cette expérience qui est complètement extraordinaire. Et c'est un peu cet état d'esprit qui m'a toujours animée, plus que l'esprit de se dire je vais être la meilleure, je vais gagner, même si c'était ça aussi. Bon. Ouais, je comprends. Et alors, j'ai lu, j'ai vu que t'avais pas commencé que par le taekwondo, ou t'avais fait en même temps peut-être d'autres sports. T'as fait de Ouais. l'escrime, du snowboard, du handball, même en compétition, et de la natation aussi. T'as fait beaucoup de sports. Et qu'est-ce qui a fait finalement ton choix vers le taekwondo plus que le handball, où finalement t'étais parti aussi en compétition? Ouais, mais j'étais en fait quand j'ai commencé très jeune la compétition. Hein. À 12 ans, je suis surclassée en junior et je remporte le US Open de taekwondo. Et à ce moment-là, j'étais dans un programme de sport-études handball. Et donc déjà, enfin, c'était une victoire pour moi un peu exceptionnelle en Californie à l'époque de gagner le US Open. Et l'année suivante, j'ai fait une médaille au championnat du monde junior sous les couleurs canadiennes en taekwondo. Donc et dans la foulée, j'ai été invitée par la Fédération française à venir m'entraîner en France dans le cadre de la solidarité internationale. Donc tout s'est un peu enchaîné rapidement et j'ai accroché avec le taekwondo. Ouais, je comprends. Je comprends. Et donc du coup, avant de voir ce qui t'anime vraiment en ce moment et tout ton après-carrière, je vais revenir quelques années en arrière, du coup, quand ça a été vraiment la compétition dans le taekwondo. Et même juste avant ça, t'as été naturalisé en France à partir d'un moment. Qu'est-ce qui a Ouais. décidé ton choix de naturaliser? Pourquoi t'as voulu le faire? En fait, à la base, en fait, quand je suis arrivée en France, j'avais 14 ans. Ils avaient un programme qui s'appelait la Solidarité internationale et c'était francophone et c'était un athlète issu d'un pays francophone qui était invité à venir s'entraîner les centres français. Donc, à l'époque, c'était au Crêpes d'Aix-en-Provence et on bénéficiait enfin du soutien enfin, on était pris en charge et on représentait notre pays d'origine. Donc, je l'ai fait pendant un an. Je représentais le Canada et ensuite pour moi c'était légitime à partir du moment où je bénéficiais du financement français, que c'est eux qui contribuaient à mon développement sportif, qui m'encourageaient et qui me soutenaient dans mon projet olympique. C'était aussi légitime de représenter la France, quoi. Ouais, je comprends. Alors, je connais bien Aix-en-Provence pour le coup, parce que j'y ai Ouais, vécu mes 20 très belle premières ville, hein. années. Ouais, bah oui, je pourrais pas te dire le contraire. Euh, du coup, donc c'était plus un choix finalement de légitimité, mais est-ce que tu voyais quelque chose en la France, je veux dire au niveau de l'entraînement, des choses qui étaient différentes du Canada? Est-ce qu'il y avait, quand t'es arrivé là, dans les années, au début des années 2000, tu Ouais, voyais voilà. une différence? Déjà au Canada, ils sont très axés sur les politiques des sports d'hiver. Donc, par exemple, nous, on a pour les sports d'été, on a l'INSEP, on a des crêpes, on a plein de structures. Au Canada, c'est l'inverse. Toutes les plus grandes structures sont orientées sur les sports d'hiver. Et même si je suis issue le taekwondo, c'est un sport individuel, on a besoin des partenaires pour progresser, parce que c'est un sport d'opposition. Et le problème un peu au Canada, c'est que les athlètes sont répartis sur un pays qui est tellement vaste, qui a des différences dans le système scolaire par province, qui a des différences de langue. Donc c'est extrêmement difficile de réunir tous les athlètes les plus performants au sein d'une même structure. Et j'avais pas les partenaires d'entraînement qui me permettaient d'accéder au plus haut niveau. Et quand je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans, je sais pas si vous vous rappelez de Pascal Gentil, mais pour moi, c'était mon héros d'enfance. Il est double médaillé olympique. Donc, d'avoir la possibilité de m'entraîner avec des athlètes médaillés olympiques dès l'âge de 14 ans et d'autres, je pense à Mamie Doukara ou à Michael Boro qui était champion du monde ou olympien. C'était une chance exceptionnelle, quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a permis d'atteindre le plus haut niveau et vraiment de me perfectionner
que ce soit en termes de tactique, en termes physiques, vraiment à tous les niveaux, quoi. Et les structures françaises, elles sont exceptionnelles. Aujourd'hui, l'INSEP, c'est une des meilleures structures au monde. Voilà, donc les athlètes français, ils bénéficient quand même d'un cadre qui est, qui favorise énormément la performance sportive aussi. Ouais, qui est extraordinaire ce cadre à l'INSEP où d'ailleurs j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois pour avoir Ouais. interviewer des personnes. Ce cadre est extraordinaire et en fait les structures qui y sont, ouais, c'est Les infrastructures, en plus, il y a l'INSEP, on peut passer une IRM dans la journée. Enfin, il y a un complexe médical, il y a des kinés, il y a des chercheurs en biomécanique, il y a les infrastructures sportives, il y a un centre de balnéothérapie. Enfin, il y a un système scolaire où on peut poursuivre, un double projet sportif et scolaire en parallèle. Donc, enfin, il y a vraiment tout qui est adapté pour apporter tous les outils aux sportifs, hein. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable, comme tu dis, la rapidité en fait de tout ce qui entoure finalement le sportif, parce que au niveau du sport, bon, il y a plein d'autres structures qui sont comme ça, mais c'est comme tout ce qui entoure le sport en fait qui est incroyable là-bas. D'ailleurs, t'intègres en 2008, je crois, Ouais. l'INSEP. Est-ce que t'as tout de suite été justement en tant que naturalisé? Est-ce que t'as tout de suite été intégré? Tu t'es senti intégré ou au départ il y a eu une période d'adaptation, on va dire, qui a pas été simple? Comment ça s'est passé ton intégration en fait à l'INSEP? La période où j'ai dû apprendre à chanter la Marseillaise. Non, Voilà. ça va, j'ai appris les paroles. Non, mais ça s'est très bien passé parce que en fait, c'était toujours la même équipe, les mêmes sportifs et mes partenaires d'entraînement. Si tu veux, à l'époque, c'était réparti. Il y avait pas forcément de logique dans la répartition, c'est-à-dire qu'il y avait le pôle d'Aix, il y avait le pôle de Paris qui était à l'INSEP, et il y avait un pôle à Toulouse. Et les athlètes étaient un peu répartis en fonction de leurs préférences. Et à partir de 2008, ils ont fait un nouveau programme. Et là, c'était vraiment l'élite qui était à l'INSEP. Et ensuite, bon, les pôles féminins ou juniors qui étaient répartis entre Aix et Toulouse. Donc, enfin, c'était juste une réorganisation un peu des pôles, mais non, je me sentais bien à l'INSEP, hein. Pour moi, je pense que pour tout athlète, quand on commence en équipe de France, on rêve tous d'accéder à l'INSEP. Donc, j'étais super heureuse et comme on le disait, les conditions elles sont vraiment exceptionnelles, quoi. Ouais, et comme tu dis, en fait, c'était finalement une suite logique parce que en fait, c'était comme si tu continuais au pôle, mais ça a été réintégré finalement à l'INSEP. Euh, Ensuite, c'est beaucoup de médailles, comme je l'ai dit dans l'intro. Si tu avais un titre que tu retiens plus que tous les autres, ou que tu devais, imagine que tu devais garder qu'un titre, ça serait lequel? Et si tu peux me raconter un peu ce titre et comment ça s'est passé? Ouais, c'est difficile d'en garder qu'un, mais pour moi, en fait, le titre de championne d'Europe en 2008, il est extrêmement symbolique parce que comme je disais, je suis arrivée en France en 2001. Après, je suis revenue en 2005 dans l'espoir d'être naturalisée. Et pendant 3 ans, du coup, j'étais en instance de naturalisation, donc je gagnais tous les Open, mais je pouvais pas participer au championnat officiel, donc c'était une période qui était extrêmement difficile. Et finalement, je suis naturalisée 2 jours avant la pesée au championnat d'Europe à Rome. Et je remporte dans la foulée mon premier titre européen dans ma première sélection en équipe de France. Donc c'était riche de sens parce que c'est vrai que pendant plusieurs années, ben, j'avais toujours visé les championnats officiels et puis même je me rappelle, j'étais avec Pascal Gentil qui me disait bon maintenant que t'es française, tu sais ce qui te reste à faire, faut gagner. Et j'ai dit oui Pascal t'inquiète. Et et pour moi, c'était important de gagner. Bon, à titre personnel, j'en avais envie, mais c'était aussi important de dire ben merci de m'avoir fait confiance, merci d'avoir cru en moi et d'honorer un peu l'engagement que tout le monde avait eu. Donc c'était très symbolique et j'étais contente de pouvoir rendre ça, quoi. Donc pour moi, c'était une des plus belles victoires. Et après, forcément, la médaille aux Jeux Olympiques, elle est magnifique. Et ce qui est top quand même en taekwondo, c'est que la médaille de bronze, on termine sur une victoire parce que on repart dans un système de repêchage. Donc du coup, nos derniers instants aux Jeux Olympiques, enfin pour ma part, ça reste sur un coup de pied au visage, une victoire, et puis je peux défiler avec mon drapeau et voilà. Donc je reste sur un super beau souvenir de Londres, quoi. Alors il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir par rapport à ce que tu dis. C'est la première chose, c'est tu disais en attente d'être naturalisé, tu pouvais pas participer aux Open. Et pourquoi ça? Tu Je t'aurais pas pouvais pu participer aux participer Open. Je pouvais participer avec le drapeau?
je pouvais participer. En fait, je pouvais participer aux Open. Donc pendant la période, du coup, j'ai gagné l'Open de Russie, l'Open de Corée, enfin, je gagnais tous les Open internationaux au Mexique, US Open, tous les Open auxquels je participais. Mais j'étais pas éligible parce que dans les Open, en fait, c'est comme si on représentait notre club. Donc c'est comme si je représentais un club français, donc je représentais la France via un club. Alors qu'en championnat, c'est un pays, et là, il faut pour le coup vraiment être naturalisé, avoir la photocopie de passeport pour valider l'inscription, quoi. D'accord. Et tu pouvais pas participer au championnat justement en tant que canadienne Bah finalement oui, avant mais d'être du coup, naturalisée française. du coup, c'était pas le deal, en fait, Ouais. que je continue à représenter le Canada en championnat officiel, les Open pour la France, ça leur a été le meilleur des deux mondes, hein, mais voilà, c'était pas possible, et du coup, bah, j'étais pas éligible pour Pékin. Donc il restait Londres et voilà, mais bon, finalement ça a porté ses fruits. Ouais, complètement, ça a bien porté ses fruits. Et la deuxième chose, c'est donc t'évoquais avec Pascal Gentil qui te suivait beaucoup. Ça t'a Comment ça t'a servi justement d'avoir une personne qui est double médaillée olympique à côté de toi? Est-ce que t'as senti que par rapport à d'autres coachs, tu vois, qui auraient pas eu des résultats aussi impactants, tu vois, est-ce que toi t'as senti que bon bah si lui il l'a gagné, moi aussi je peux le faire? C'est Comment tu l'as vécu en fait? exactement ça en fait. C'est, tu vois, à la base, moi je suis une petite fille de 14 ans qui s'entraîne dans son club au Canada, dans un club qui est loisir et qui fait quelques entraînements par semaine dans un club un peu plus compétitif. Et je me retrouve dans un centre en France m'entraîner aux côtés de médaillés olympiques, quoi. Donc, forcément, ça casse toutes les barrières et tu te dis, si on s'entraîne dans les mêmes conditions, si on suit les mêmes programmes, c'est que le rêve devient accessible pour moi. Et très tôt, j'ai commencé à y croire. Et mon rêve olympique, il a pris vie. Et c'est vrai que, enfin, ça donne confiance aussi, hein. Ça donne confiance. Et tu te dis, voilà, c'est mon objectif, il est réaliste tout simplement. Et du coup, ça a renforcé encore plus mon engagement sur chaque entraînement. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends totalement. Et d'ailleurs, tu vois plein à l'INSEP, finalement, les personnes que j'interviewe comme coach et entraîneur, c'est beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau aussi parce qu'ils peuvent transmettre en fait je sais pas comment je pourrais le dire, mais la culture de la gagne finalement Mais et c'était pas mon entraîneur, hein, c'était un coéquipier, hein. Mais c'était un coéquipier. Mais tu vois, enfin, l'INSEP c'est un cluster. Et les clusters, ça stimule aussi la performance. Et c'est vrai que quand tu arrives que ce soit en Krebs ou à l'INSEP, et qu'il y a une concentration de champions, même à un moment, on disait l'INSEP, c'est l'usine des champions, quoi. Et c'est vrai que quand je sais pas, tous les midis, t'arrives au self et tu croises, enfin, toutes les plus grandes légendes du sport français. Déjà ça renforce encore plus ta motivation et tu te dis que ça devient accessible. Et je pense que la partie mentale, motivation, elle est déterminante dans la performance sportive, dans le parcours qu'un athlète peut avoir. ouais, c'est sûr, ça peut être que inspirant. Et puis maintenant, quand tu vas à l'INSEP, t'as des affiches partout de toutes les personnes Ouais. qui ont gagné sous les drapeaux de la France. Alors Et j'ai ça fait encore la preuve mienne. de Je suis allée il y a pas très longtemps. Je suis allée il y a quelques mois. Je suis allée à la rentrée et il y a encore mon affiche. J'étais contente. Enfin, Ben oui, il y a beaucoup d'affiches. Quand tu fais le tour, tu vois beaucoup de champions et tu vois que la France a gagné beaucoup de fois quand même. bon, la mienne est un Euh, peu cachée, hein. Franchement, je pense que je vais faire attention pour qu'ils la mettent plus visible, mais je l'ai trouvée. du coup, donc après tout ça, donc double championne d'Europe, on l'a dit, championne du monde, médaillée olympique à Londres. Et après en 2014, c'est ta retraite sportive. Ouais. Ça a été dur d'arrêter. Comment tu l'as vécu cet arrêt? C'était très compliqué avec mon entraîneur. Je pense que ça a été évoqué de nombreuses fois. Et j'avais pas la possibilité de changer d'entraîneur. Et du coup, enfin, pour des raisons un peu particulières, du coup, j'ai dû prendre ma retraite alors que j'étais numéro 1 mondiale. Et je rêvais d'aller chercher la médaille d'or à Rio. Donc ça a été assez particulier quand même parce que j'ai été un peu forcée à la retraite. Du coup, j'ai voulu aller représenter le Canada et en fait dans la charte du CIO, il y a un règlement où les athlètes binationaux, s'ils veulent changer de pays de représentation, ils doivent avoir l'accord de du pays sortant. Et s'ils n'ont pas l'accord, il y a un délai de carence de 3 ans qui s'impose.
Et du coup, ça a été refusé. Donc du coup, je pouvais plus ni représenter la France, ni représenter le Canada. Et du coup, j'étais là avec mon envie de encore combattre, mon envie de transmettre, mon envie encore de vivre les Jeux Olympiques. Et pendant ma carrière sportive, j'étais toujours très engagée auprès d'Assos. Par exemple, un maillot pour la vie ou des associations comme ça, où je faisais tous les mois des visites dans les hôpitaux français. Et j'avais toujours rêvé de faire participer à une aventure humanitaire, vivre ça. Donc, à l'issue de ma carrière, je me suis dit, c'est le moment. Et j'avais voyagé partout à travers le monde pour des compétitions sportives, mais j'étais jamais allée en Afrique subsaharienne. Donc, je me suis dit, c'est le moment de découvrir. Donc, je suis partie au début à Dakar avec un de mes anciens partenaires d'entraînement Baladier. Et on a commencé à visiter des écoles, développer le sport, à contribuer à plein d'actions. Et après, je suis partie en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivée à Abidjan, quelques jours après mon arrivée, par hasard, dans une banlieue, j'ai rencontré 2 athlètes avec un potentiel hors norme, de talent. J'avais jamais vu une concentration d'athlètes avec autant de talent. Et dès que je les ai vus, j'ai dit mais waouh, ils ont le potentiel d'être champions olympiques quoi. Et c'était un garçon et une fille, ils avaient 18 et 19 ans à l'époque. Et tout le monde riait un peu en me disant la Côte d'Ivoire, ils ont jamais eu une médaille d'or, ça fait 3 jours que t'es dans le pays, tu vois 2 athlètes qui sont forts, tu nous dis qu'ils vont être champions olympiques. Et je disais oui, mais j'y crois. Et ils m'ont dit maintenant que t'es à la retraite, t'as qu'à les encourager. J'ai dit vous êtes prêts à me soutenir? Ils ont dit oui. Et du coup j'ai dit parfait. Et j'ai mis en place une fondation pour les soutenir dans l'aventure olympique, amener du matériel, les accompagner sur les compétitions. Et finalement, ils se sont qualifiés pour Rio, les 2. Et le 19 août, le même jour, Cheikh est devenu le premier champion olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire et Ruth la première femme médaillée. Donc, ça a été une victoire exceptionnelle. Et pour moi, c'était tellement riche de sens. Et je me disais, mais c'est encore plus... Pour moi, c'est encore plus riche de sens d'avoir fait ma médaille à Londres et d'avoir finalement vécu Rio à leur côté que peut-être que si j'avais continué ma carrière tout simplement quoi. Enfin, je suis contente comment les choses se sont passées. Et quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire et j'ai mesuré l'impact qu'ils pouvaient avoir et le pouvoir pour inspirer tout un pays, toute une génération, des jeunes, et à quel point ça contribuait au rayonnement aussi du pays sur la scène internationale et tout le positif qui pouvait sortir de leur victoire. C'est là où j'ai vraiment pris conscience que Nelson Mandela, il disait le sport, il a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir d'unir les populations, et je trouve que ça prenait, de par leur exemple, ça prenait tout son sens. Et j'avais envie d'avoir encore plus d'impact à travers le monde, et c'est là où je suis devenue championne de la paix pour l'organisation Peace in Sport. Ouais, et alors c'est fou tout ce que tu racontes parce que c'est hyper inspirant déjà. Est-ce que tu t'imaginais toi coacher un jour quand t'étais est-ce que tu t'étais dit le futur de ma carrière après est-ce que tu avais imaginé la fin de ta carrière comme coach? Qu'est-ce que tu comptais faire toi au départ quand tu avais arrêté, parce que j'imagine qu'on y pense quand on est athlète de haut niveau, tu vois. Ouais, moi j'ai fait une licence en journalisme, j'ai fait le CFJ. Enfin, le sport commence, c'est le CFJ en partenariat avec l'INSEP, et je voulais faire du journalisme, je voulais être journaliste, et j'avais jamais été intéressée par la filière STAPS ou vraiment tout ce qui était plus professorat de sport. Je voulais vraiment plus partir sur du journalisme ou éventuellement du management ou autre chose. Et finalement, c'était pas forcément le fait d'être coach, mais je pense qu'on revient un peu dans finalement ce que j'ai apporté à ces sportifs. C'est pas forcément je pense pas que c'est forcément du coaching, mais je pense que déjà pour 2 athlètes qui s'entraînaient dans des conditions extrêmement modestes dans un pays qui a jamais eu de champion olympique, finalement je pense que d'être aux côtés d'une médaille olympique, comment je peux te dire, il y avait une synergie en fait qui s'est produite, parce que eux ils étaient extrêmement forts physiquement, ils avaient un mental, ils avaient un sens du combat
enfin exceptionnels. Et ben moi, je pouvais leur amener des stratégies tactiques, je pouvais leur amener des conseils, je pouvais leur amener aussi à tous les niveaux. Donc c'est vraiment, je pense, on a été complémentaires et c'est ça qui a fait la force et c'est ça qui fait que ben, ça a aussi bien fonctionné. Du coup, je voudrais reparler de cette fondation. Donc, c'est Heart of Angel, j'imagine, la fondation dont tu parles, où tu t'es impliqué pour amener justement du matériel et amener tout ce qui était nécessaire pour entourer ces athlètes. Est-ce que tu peux me reparler du coup de cette fondation? Comment t'as créé? Est-ce que c'était pas difficile? Parce que comme t'as dit, bon, on y reviendra après parce qu'il y a plein de points que j'aimerais aborder comme le journalisme aussi et ton passage là-dedans. Mais justement, j'imagine que tu t'y connaissais pas trop au départ quand t'as fondé une fondation. Comment ça marchait? Comment ça fonctionnait? Ouais, je connaissais absolument rien pour être honnête et j'étais jamais allée en Afrique de ma vie quoi. Je veux dire, c'était pas je l'avais pas anticipé sur mon parcours. Mais je pense que je pense que quand on a une envie sincère de partager avec les autres, je pense que quand nos ambitions elles sont nobles et on veut vraiment aider, je pense que on arrive toujours à trouver des personnes ressources et à s'entourer de gens. Et c'est vrai que quand je suis arrivée et que j'ai parlé de mon projet, ce que je voulais mettre en place avec ces athlètes, et même aussi on voulait en parallèle développer des bibliothèques sociales en banlieue d'Abidjan. Il y a plein de gens qui ont voulu se mobiliser pour nous aider, donc on a eu aussi énormément de soutien quoi. Donc j'ai eu de la chance et je pense que c'est tout est une question d'équipe et seul en Afrique ils disent seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et moi j'y crois et je pense que sans une équipe formidable tout ça n'aurait pas été possible et puis même toutes les victoires c'est le fruit de plein de gens qui ont contribué dans l'ombre, hein. Même ma médaille à moi, c'est grâce à des partenaires d'entraînement, c'est grâce à des gens qui m'ont inspiré, c'est grâce à ma mère, c'est grâce à il y a plein de gens qui ont contribué à cette victoire. C'est une victoire collective, hein. Ouais, parce que en vrai, on y pense souvent dans les sports individuels. On se dit il a gagné tout seul, mais en fait, en vrai, c'est comme s'il gagnait en équipe parce que derrière, il y a toute une personne. Ouais. Ouais, c'est jamais seul. C'est tes parents qui tous les soirs t'amenaient au sport. C'est tes entraîneurs, c'est tes partenaires d'entraînement qui t'ont permis de progresser. C'est ton département ou ton club qui t'a permis de financer des compètes. C'est ton kiné qui t'a soutenu quand tu vois. C'est plein de gens hein, qui peuvent avoir un impact et contribuer à une médaille. C'est pas, je pense que c'est, oui, forcément on peut avoir du talent, mais il y a énormément d'autres paramètres et d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et la fondation Heart of Angel, elle existe toujours. Oui, Est-ce qu'il y a toujours et ma plus grande fierté au monde, ma plus grande fierté au monde, c'est que aujourd'hui maintenant c'est Sheikh qui fait des dons et la semaine dernière il a reçu un container. En fait, il a un équipementier sportif qui a accepté d'offrir un container entier d'équipement. Donc ça représente une somme folle pour développer le sport sur l'ensemble du territoire. Il a fait le don la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours peut-être et pour justement retransmettre aux générations. Et du coup je me disais pourquoi je suis aussi fière, c'est parce que je me dis c'est top parce que moi j'ai voulu transmettre aux générations futures et si derrière eux ils suivent les pas et ils retransmettent encore pour toujours contribuer au développement, à terme on va arriver à quelque chose de grand quoi. Et ouais, c'est un cercle hyper vertueux du coup parce que c'est ceux à qui tu donnes qui donnent ensuite et finalement donne ensuite quand tu donnes à quelqu'un et que finalement la personne elle arrive à un statut où elle est en capacité de redonner et d'aider d'autres et je me dis mais maintenant c'est fou parce que c'est lui qui va avoir un impact sur d'autres jeunes et peut-être dans quelques Olympiades on va regarder la télé et ce sera la continuité de cette action quoi et moi c'est pour moi c'est ma plus belle victoire. Ouais, je comprends, tu peux en être vraiment fier. Et puis, du coup, je voudrais revenir sur ce que tu as abordé un tout petit peu. C'est tu t'es orienté aussi vers le journalisme au CFJ, donc c'est le centre de formation des journalistes de Paris. Pourquoi t'étais parti vers le journalisme? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Et est-ce que toi, t'es toujours tenté des fois d'aller vers ce milieu-là? Peut-être que j'y reviendrai, je sais pas. Ce qui me plaisait dans le milieu de journaliste, c'est que je suis très curieuse et j'aime toujours, curieuse dans le sens d'une curiosité intellectuelle et j'aime toujours apprendre, découvrir, faire des recherches
Et c'est ce qui me passionnait dans le métier de journaliste. Et je trouvais, j'avais envie de faire du reportage, j'avais envie de faire d'être une grande explorer. Et finalement, bon, ben, je l'ai fait, mais dans l'humanitaire, quoi. Ouais, complètement. T'as exploré la Côte d'Ivoire pour le coup à fond. Et, Et et après, pratiquement toute l'Afrique, hein, de l'Ouest et centrale. bah voilà, du coup, alors tu t'es impliqué dans plein d'autres choses aussi, l'événement la caravane de la paix. Et Ouais, maintenant, je voudrais parler de Peace and Sport. Alors peut-être juste avant de parler de Peace and Sport, la caravane de la paix. Est-ce que tu peux ouais. expliquer un peu plus cet événement, comment ça se passe et Ben, je continue en en quoi ça parallèle consiste? de Peace and Sport, donc on peut parler de Peace and Sport et après j'introduirai la caravane. Eh ben parfait. Du coup, Peace and Sport, du coup, c'est l'organisation pour la paix par le sport. Tu es représentatrice, comme tu l'as dit, des champions de la paix chez Peace Ouais. and Sport. Tu peux m'expliquer un peu ton rôle du coup là-dedans et comment ça intervient pour la paix justement via le sport Donc Peace and Sport, c'est une organisation internationale qui a été fondée en 2007 par Joël Bouzou, qui est également le président de la World Olympian Association et qui est placé sous le patronage du prince Albert II de Monaco. et Et ancien pentathlète de haut niveau aussi, ouais, oui, Joël Monsieur Bouzou, Bouzou. Oui. médaillé olympique et champion du monde de pentathlon. Et l'objectif de Peace and Sport, c'est de promouvoir le sport comme un outil de développement et de paix. Et un des piliers de l'organisation, c'est qu'ils ont un club des champions de la paix et qui est composé de Didier Drogba, qui réunit plus de 119 athlètes de 40 pays, dont notamment Lionel Messi qui a rejoint le club en décembre dernier, mais également Blaise Matuidi, le rugbyman capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud, Sia Colissi, Ladji Doucouré ou encore Laurence Fischer. Et vraiment l'objectif c'est de soutenir des projets à travers le monde et aussi un volet qui est sur la diplomatie sportive où vraiment on essaie d'unir les ethnies, les nations et de casser les barrières ethniques, religieuses ou conflictuelles par le sport. Et justement, comment en tant que toi, athlète de haut niveau, ancien athlète de haut niveau, et comment d'autres athlètes de haut niveau, comme tu l'as évoqué, Didier Drogba, Lionel Messi, plein de personnes comme ça, Ladji Doucouré, comment avec le statut que vous avez, qu'est-ce qui fait que vous aurez un impact plus important justement là-dedans en fait? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'à Peace and Sport, comme il y a plus de 40 nationalités de représentées, ça nous permet d'avoir un impact un peu partout dans le monde. Par exemple, je pense à une squasheuse, Maria Torpaquet, qui, elle organise des ateliers sportifs pour contribuer à l'autonomisation des femmes dans les régions tribales au Pakistan, par exemple. Ou Oni, une autre des championnes de la paix, qui a créé la première équipe de foot féminine en Palestine. Où on travaille, on a un partenariat avec les Nations Unies pour mettre en place des ateliers sportifs dans le camp de réfugiés à Zaatari en Jordanie pour la population syrienne. Donc vraiment, moi avec Peace and Sport, je suis partie par exemple dans la région des Grands Lacs en Afrique où on organise des ateliers sportifs pour réunir la jeunesse du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Donc vraiment, on essaie d'être présent partout dans le monde et aussi de former. On a développé récemment une application mobile avec My Coach et ça nous permet de transmettre une méthodologie. Et en fait, l'idée c'est que on forme des éducateurs de paix. Et ensuite, dans chacune des séances sportives, là c'est sur le foot, la première version de l'application, chaque séance d'entraînement transmet des valeurs. Et aussi entre les jeunes, on organise des ateliers pour construire une paix durable. Parce qu'on travaille Ouais. avec le public aussi dans des régions du monde qui ont été marquées par l'instabilité, la pauvreté et soit des conflits, soit ça peut être même des génocides pour certains endroits. Ouais, et du coup, ça veut dire, d'après ce que je comprends, vous intervenez un peu à tous les niveaux, donc comme tu dis, à très bas niveau, donc c'est-à-dire au sein même de la population, mais Oui, aussi est-ce que vous intervenez aussi au niveau assez élevé, c'est-à-dire, je veux dire au niveau assez haut, c'est-à-dire les politiques, les gens exactement, t'as tout voilà. compris. C'est en fait on agit à deux niveaux. C'est-à-dire on mène des actions sur le terrain directement pour être au contact des bénéficiaires, mais chaque année on organise aussi un forum international où on réunit des chefs d'État, des dirigeants, des ministres du sport un peu à travers le monde, des acteurs de la société civile, des ONG, et on réunit tous les acteurs au sein d'un forum.
et pour mettre en place des politiques de développement par le sport et pour faire avancer les choses. Et à Peace and Sport, nous on pense vraiment qu'il faut il faut avoir un impact à tous les niveaux parce que je veux dire l'action qu'on mène sur le terrain elle doit être renforcée aussi par des directives par par le leadership de l'État aussi. Donc c'est tous ensemble qu'on peut changer les choses et c'est dans ce sens-là que la première fois que j'ai participé au forum où j'ai réalisé que tous les acteurs étaient réunis, que tout le monde croyait au mouvement de la paix par le sport et que c'était un outil formidable, qui est venu l'idée de créer la caravane de la paix. La caravane de la paix, l'idée c'était de réunir tous ces champions, de réunir Ladji, moi, beaucoup d'autres sportifs et de mener une action sur le terrain ensemble une fois par année dans un pays émergent. Donc, on a fait la première édition en 2017 et je suis partie avec Ladji et beaucoup d'autres athlètes. On est parti au Sénégal et l'idée, c'était d'organiser des événements sportifs, des animations sportives et en parallèle, mener des actions qui favorisent le développement. Donc, on a inauguré des fontaines d'eau potable à proximité des terrains sportifs, par exemple, dans certaines régions du Sénégal. Et après, on a aussi eu un partenariat avec le CNLS, qui est le Conseil national de lutte contre le sida au Sénégal. Donc, quand on organisait des événements sportifs en parallèle, les populations pouvaient se faire dépister. Et on a fait une autre édition en 2019. Et là, du coup, on est allé à la rencontre des gens dans les camps déplacés. Donc, on menait des actions encore en faveur du développement avec ce public. Et c'était l'idée de la caravane de la paix, mais moi j'y crois hein, et je pense qu'à terme on va pouvoir rallier de plus en plus de gens dans la cause du mouvement de la paix par le sport. C'est vrai que là avec la situation sanitaire ça a freiné beaucoup des actions qu'on voulait mettre en place, mais je suis confiante que ça va revenir et en tout cas moi je suis prête pour quand ça repart. Oui, t'as l'air en tout cas, et puis je suis sûr que ça repartira. Il y a aucune raison. Du coup, comment tu penses parce que je pense qu'il y a eu plein de fois où les leaderships ont été interpellés par la population, les politiques aussi, et ça bougeait pas trop. Et quand il y a des sportifs justement comme vous qui interviennent et qui leur parlent, ils interviennent beaucoup plus. Ouais. J'ai l'impression vraiment. Est-ce que tu penses que c'est justement cette visibilité, cette notoriété et puis cette mise en lumière qui leur fait finalement, qui les fait réagir finalement? Les sportifs, ils ont une voix énorme. Hein. Moi, je repense à Didier Drogba quand il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010-2011 et qu'il a fait son appel pour la paix et toute l'équipe nationale s'est agenouillée pour prier la population de s'unir parce que le pays il était coupé entre les gens du Nord et du Sud et c'était pratiquement une guerre civile et du coup le pouvoir et le message des sportifs a permis d'unir le pays. En tout cas il a contribué. Même plus récemment il y a eu des violentes manifestations à Dakar, un pays qui historiquement était toujours très très stable et là il y a eu des violences qui ont fait plusieurs morts récemment et les premiers à avoir fait un appel à la paix et à des manifestations pacifistes, c'est les sportifs, un athlète en taekwondo Baladier et les lutteurs sénégalais. Et après, le peuple, il a suivi et ça a contribué au retour au calme. Donc, c'est vrai que même, je pense à Marcus Rashford. Marcus Rashford, le footballeur anglais, la prise de position qu'il a eue en faveur des repas scolaires, finalement, Boris Johnson, il a dû concéder, quoi. Et voilà, je pense que ils ont un poids les sportifs et LeBron James est extrêmement mobilisé aussi en faveur de Black Lives Matter. Je pense que les sportifs ils incarnent de très belles valeurs positives. Je pense que ça doit être des modèles pour la jeunesse et je pense aussi qu'ils doivent c'est important d'avoir un engagement social et prendre une parole quoi. T'as complètement raison, c'est-à-dire que en fait ils ont une parole pour la jeunesse et il y a beaucoup de gens qui les suivent et qui sont inspirés par ces personnes-là et c'est pour ça que après on est obligé en tant que politique on se sent obligé finalement de suivre et c'est pour ça qu'ils ont une parole énorme ces sportifs et comme tu dis je pense que c'est important en fait de faire ce que tu fais parce que finalement c'est aussi le rôle peut-être des sportifs de haut niveau et ceux qui arrêtent leur carrière aussi et ensuite c'est de transmettre une parole et d'essayer de guider des populations en fait.
Ouais, je pense que les sportifs, ils ont des, tu sais, on a des droits et on a des devoirs. Et je pense qu'ils ont des responsabilités. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que, bah, nos sportifs soient le plus exemplaires possible parce que vraiment, c'est des modèles pour la jeunesse et ils ont un important rôle à jouer qui va bien, à mon sens, qui va bien au-delà des performances sportives. Et ils ont vraiment le pouvoir de démontrer qu'ils peuvent unir, qu'ils peuvent amener de la cohésion sociale. Et à Peace and Sport, on croit qu'ils peuvent contribuer à une paix durable. Alors j'aurais eu encore envie de parler de Peace and Sport pendant longtemps, mais le temps avance. Ouais, Pour parler de toi, oui, dis-moi. qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Quels sont tes projets et qu'est-ce que t'aimerais faire, réaliser dans les années qui arrivent? Ben, là, je viens de terminer mon MBA à l'Université de Monaco. Je l'ai obtenu il y a quelques mois. Et aujourd'hui, ben, avec ma nouvelle mission représentante du Club des champions de la paix, c'est vraiment d'unir au maximum ben, tous les sportifs, de créer un maximum de synergie, d'avancer vers ce mouvement. Et après, à plus court terme, je pars demain à Abidjan. Je retourne demain en Côte d'Ivoire. Et après, bon, on verra pour la suite. Je te tiendrai informé des, des prochaines étapes. Mais non, à plus long terme, je sais pas. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Il y a plein de choses que j'ai envie de réaliser. Peut-être que je reviendrai dans le journalisme, hein, on sait pas. Oui, complètement, complètement. Bah, tu me diras avec grand plaisir. Et si tu avais quelque chose, si tu devais dire quelque chose à tous les jeunes athlètes qui pourraient nous entendre, un conseil pour leur avenir. De croire en leurs rêves, je pense que le plus important dans la vie, c'est d'avoir une passion et de s'investir dans quelque chose. Chaque soir, de s'endormir avec un rêve et quand on se réveille, de tout faire pour le réaliser. Mais également de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et à s'amuser tout simplement. Et finalement, c'est un peu quand on a cet état d'esprit-là qu'on arrive à s'investir encore plus et que les résultats y suivent. Donc je pense que c'est ça, il faut oser et euh, et voilà. Mais il faut être reconnaissant de ce Ouais, qu'on a chaque jour. ouais, bah c'est un bon leitmotiv du coup de croire en ses rêves. Et puis surtout, en plus, c'est un bon leitmotiv pour tout le monde parce que ça s'applique aux jeunes athlètes, mais ça s'applique aussi à Tout est tous. possible, tout est possible et il y a tellement d'exemples de des fois et aussi je pense que quand on vit on a tellement peur de vivre des échecs et on pense tellement que l'échec on a tellement peur qu'on veut jamais prendre de risques et finalement moi j'en ai vécu plein des échecs et quand t'en vis bah après t'es un peu libéré et du coup bah t'arrives à construire des choses toujours plus belles et plus riches de sens et tu te rends compte que bah enfin ça te fait apprécier les victoires et ça te fait ça te fait voir les choses complètement différemment et ça te permet aussi toujours de te remettre en question, d'avancer et finalement de construire des choses qui sont encore plus grandes quoi. Ouais, complètement. Je sais plus quel entrepreneur disait ça, mais qui disait derrière un grand succès, il y a Il y a toujours toujours une ouais, il y a toujours 10 échecs, ouais. Mm. et tu vois, par exemple, si j'avais pas eu mon échec à un moment avec mon entraîneur, ben je serais jamais partie en Afrique, j'aurais jamais contribué à cette victoire, j'aurais jamais vécu une expérience qui est extraordinaire, voilà. Et après, ça va peut-être m'amener encore à d'autres choses. Et voilà, donc franchement, je pense que la vie, elle est très belle, elle est bien faite. On sait pas toujours pourquoi les choses elles arrivent, mais au final, ça fait toujours du sens. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Alors avant de finir notre discussion, j'ai une dernière partie beaucoup plus rapide qui est la partie des questions rapides. Ouais. T'as Oula, une il va minute falloir pour que je répondre sois max. vive. Dis-moi. Exactement. Mais Oula, ça va, t'as une minute pour répondre à chaque question, mais oula. il y a sept questions. Alors la première, est-ce que t'es prête, Marlène? Ouais, je suis née prête. Tu voyages beaucoup. Ouais. Alors, si tu devais choisir un seul pays comme destination finale, qu'est-ce que ce serait? France, Canada, Monaco, Afrique, autre pays? Et Monaco, c'est pas mal quand même, hein. Monaco, c'est pas mal parce que t'as la mer, t'as la montagne, t'as beaucoup, enfin, en temps normal, t'as quand même beaucoup d'événements culturels, sportifs. Euh, L'Afrique, j'aime bien, hein. L'Afrique, moi, je suis bien en Afrique, hein. C'est festif, on mange bien, c'est sympa, tout le monde a la joie de vivre malgré ce qui peut se passer.
Et le Canada, c'est exceptionnel, mais si le Canada pouvait exister que en été, ça m'arrangerait. Je comprends. Oui, pour une Canadienne, faut pas être frileuse, hein. Je suis très frileuse. Alors, la deuxième question, ton équipe de sport que tu aimes le plus ou que tu supportes le plus? Ah, j'en ai plein. Ah, il faut que je les dise là? Ouais, si t'en as une que tu supportes le plus ou plusieurs que tu supportes vraiment. Ben, au hockey, je supporte le Canada. Au foot, je supporte la France. Déjà, on fait les choses comme ça. Et non, j'aime bien l'AS Monaco. J'aime bien l'AS Monaco en ce moment. Surtout que là, il perd très bien depuis quelques semaines. C'est un peu mon équipe, c'est une de mes équipes préférées. Après, j'aime bien Chelsea. Et je suis très basket. Donc forcément les Lakers et les Raptors parce que j'ai grandi avec l'équipe canadienne. Ouais, les Raptors très très bons ces dernières années. Ouais. Très bon. Donc c'est un peu voilà. Quel est ton rêve du moment ou ce que tu désires le plus en ce moment? Là dans les médias. Oui, ce que tu rêves le plus en ce moment, ton rêve le plus fou quoi. J'aimerais bien que Peace and Sport remporte un prix Nobel de la paix. Et j'aimerais bien qu'il y ait un prix Nobel de la paix par le sport. Ça j'aimerais bien. Ça serait beau. J'aimerais bien que ce soit Peace and Sport ou le Comité international olympique ou que ce soit, enfin, j'aimerais bien qu'un jour, le pouvoir du sport pour contribuer à la paix soit reconnu officiellement. Ça, j'aimerais bien. Mais au-delà de ça, j'aimerais bien, enfin, c'est bien les reconnaissances, mais c'est encore mieux de pouvoir mesurer l'impact. Et ce que mon rêve le plus fou, si tu veux, ce serait vraiment d'arriver à ce qui est je sais que ça sonne super utopique, mais ce serait vraiment d'arriver à ce qu'il y ait de la paix dans le monde et qu'il n'y ait plus de conflits, quoi. Et qu'il y ait plus de conflits sociaux en France et que les gens puissent, qu'on puisse rétablir tout simplement un dialogue et une compréhension de l'autre et un respect de la diversité. Voilà, c'est des choses simples, mais j'aimerais qu'on y arrive, quoi. Ouais, mais souvent les choses simples c'est les plus compliquées et c'est vrai que mais bon on y croit tous et comme t'as dit il faut croire en ses rêves donc on désespère pas. Non, je sais que c'est voilà, mais j'aimerais enfin pour moi c'est juste du dialogue, du respect, de la compréhension et de la tolérance par rapport à nos différences les uns les autres hein et c'est voilà, je demande que ça. Ouais, et le sport, c'est un des meilleurs moyens, c'est vrai, qui permet ça aussi, ouais. Ce qui te manque le plus quand t'étais en sportif de haut niveau, ce qui te manque le plus au jour de tous les jours que tu faisais ou que t'avais quand t'étais sportif de haut niveau que tu n'as plus en ce moment. L'esprit d'équipe, je pense que c'était on vivait des moments super forts, super soudés au quotidien quoi. Je veux dire que ce soit dans les hauts comme dans les bas, que ce soit on était super soudés dans les moments de victoire ou quand il y avait des blessures, on était super soudés ou des fois des défaites et on se réunissait tous dans les chambres mais on était solidaires les uns les autres et des moments des rigolades énormes, les vannes, voilà, toute l'ambiance d'équipe. Ça, je pense que c'est ce qui me manque le plus de la période de haut niveau. Mais après, bon, je la retrouve autrement avec des amis au quotidien, quoi. Ouais, complètement. S'il y avait une chose que tu pourrais dire maintenant à Marlène Arnois à 14 ans quand elle intègre le Pôle France Taekwondo. Oh my god. Ouf, Marlène Arnois quand elle intègre le Pôle France en taekwondo, elle est voilà, je vais dire, ouf, il y avait beaucoup de choses à lui dire, hein. Mais elle écoutait pas beaucoup. C'est un peu ça le problème. Non, je sais pas ce que je lui dirais. Je lui dirais, oh là là, je lui dirais ce qu'on m'a dit, hein, finalement. On m'a dit, ce qu'on me disait, c'était, vas-y, donne-toi à fond, donne-toi toujours, peu importe ce que tu fais dans la vie, donne-toi toujours à fond. Et, et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ça te permettra toujours, ce sera toujours une expérience qui te permettra de basculer vers autre chose et de réaliser autre chose encore, tu vois. Et finalement, c'est ce que je faisais, hein. Je suis arrivée, je me donnais à fond, et je pense que c'est le meilleur conseil, finalement.
Ouais, complètement. C'est un très très bon conseil et que tout le monde peut s'appliquer aussi. Et enfin, la dernière question, une personne qui entoure des sportifs ou un ancien athlète de haut niveau que je devrais inviter sur le podcast. Oula, il y en a plein. Ben, Pascal Gentil, il est pas mal, hein. Ça pourrait être bien d'avoir Pascal Gentil ou d'avoir. C'est quoi ton audience ou c'est quoi ta cible? Bah, c'est les sportifs, c'est les personnes qui ont besoin d'être inspirées justement, comme tu disais, qui ont besoin d'être inspirées par des sportifs de haut niveau, d'anciens sportifs de haut niveau, et puis il y a beaucoup d'athlètes aussi qui commencent à écouter le podcast. Je pense que quelqu'un comme par exemple Ruth Babi, là, la première championne du monde de l'histoire de la Côte d'Ivoire, la première femme médaillée, je pense qu'elle est pas mal parce que elle a un état d'esprit, elle a une vision des choses qui est complètement différente parce que par rapport à son parcours, par rapport aux conditions dans lesquelles elle a grandi, pour arriver à accomplir quelque chose d'historique dans un pays émergent, je pense que c'est un super parcours. Après, il y a Émilie Andéol, qui est championne olympique de judo, une Française, et maintenant qui a une fondation et contribue à développer des écoles numériques en Afrique. Je pense qu'elle a un super parcours. Après, je pense à il y a plein de sportifs. Ladji, ce qu'il fait avec Golden Blocks, son association, c'est vraiment top aussi. Franchement, il y a vraiment plein de sportifs. Hein. Déjà ces trois-là, c'est noté. T'auras plein d'épisodes. Je peux continuer à réfléchir. Merci beaucoup en tout cas Marlène, ça y est, c'est fini. C'était un échange hyper inspirant pour moi. J'espère qu'il inspirera aussi beaucoup d'auditrices et auditeurs et qui pourront aussi s'inspirer de ce que tu as entrepris parce que je trouve que c'est hyper louable et puis finalement c'est une bonne chose et comme tu dis en fait c'est pas bête un prix Nobel pour la paix parce que c'est vraiment des fondations qui œuvrent pour le bien de tous et merci pour en avoir un peu plus appris sur Marlène Arnois et puis sur tout ce que t'entreprends au-delà du sport. Merci, en tout cas avec grand plaisir. À bientôt Marlène. À bientôt, ciao ciao. Cet épisode est terminé, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. J'aurai d'autres, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, @LCDS comme la clé du succès, lcds.podcast.sport. Et mon compte perso, @bronchard_Mikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify. Enfin, je remercie beaucoup Marine Ferry et Félix Fatalo qui m'aident beaucoup depuis peu sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté chez tout le monde. Allez, je vous dis au prochain épisode, à plus.